sommes heureux de vous accueillir ici. C'est une première pour vous, mais une première pour nous, puisque c'est l'inauguration dans l'Union des présidentielles françaises de la maison des que maintenant nous avons la possibilité de venir nous réunir ici. Donc, comme le temps nous est un petit peu compté, je vous souhaite bienvenue et je passe la parole à Vincent qui va nous présenter l'orateur et comment cette soirée va se passer. Allez, à bientôt tout de suite. Bien, bonsoir à tous, membres de l'Union des plaisanciers français, non-membres, amis, venant par Vogue avec moi, ou de tous vos horizons. Je vais être très rapide parce que la vedette c'est Florian. Et ça devait être Alexandre ce soir qui m'a appelé en me disant qu'il était retenu au Sri Lanka. Bon, parce qu'il ne fait rien moins que lancer le nautisme au Sri Lanka. Donc, vous imaginez, il va s'y installer. Je ne sais pas si tu diras un petit mot. Effectivement. Et donc, nous sommes, Union des plaisanciers français, très heureux d'accueillir Florian Maillère ce soir, qui est parti à 25 ans, et Alex avait également 25 ans quand le 29 septembre 2012, vous avez quitté le port de Fécamp. Moi je dirais que votre aventure fait quand même partie des très grands moments, parce que je pense qu'un tour du monde, tous les plaisanciers en rêvent, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas. Après, Florian expliquera également ce que c'est que tour du monde dans son cas. Voilà. Et puis, à l'Union des plaisanciers français, il y a eu, alors non pas dans cette salle, mais des prédécesseurs qui sont quand même illustres. C'est-à-dire qu'on a reçu des gens comme Titouan Lamazou, on a reçu Jean-Yves Terlin, et on a un certain nombre de membres qui ont fait le tour du monde, comme Jean-Michel Barrault, comme Michel Barrault, comme Léo Duy, comme le Sage, oui, le Sage c'était un tour du monde aussi, donc voilà, donc ça fait partie quand même des très très grands événements. Un grand merci à Florian, rencontré au Pouesti. Elle a dit ok, on le fait. Et puis Florian, je te laisse parler. Merci beaucoup de votre invitation déjà. Et effectivement, Alex s'excuse, allez-y. Alexandre s'excuse de ne pas être là, mais effectivement, il est parti au Sri Lanka sur un contact qu'on a rencontré pendant notre tour du monde. Il est parti développer le tourisme nautique au Sri Lanka, et je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, en ce qui concerne Défivoile, c'est Alex et moi qui, en septembre 2012, de Fécamp, nous sommes partis pour un tour du monde qui devait durer 18 mois et qui en a duré 22. Donc, 9 mois de préparation, 22 mois de voyage, 22 mois d'aventure autour du monde, 22 mois de plaisir et 22 mois de galère aussi. Donc, comment ça s'est passé? Donc, on a décidé avec Alexandre, à partir du mois de janvier 2012, de partir. Donc, Alex et moi ne sommes pas des grands voileux, comme vous pouvez l'être vous. Même aujourd'hui, nous, on a fait que du catamaran de plage. J'ai commencé à 10 à 16 ans sur un catamaran de plage, au Krusty. Alex a 5 ans, et on a fait que du cabotage. On s'est fait même pas de régate, on s'est fait trois petits raids comme ça. Avant de partir, on n'avait jamais mis une encre de notre vie, on n'avait jamais dormi en mer, et on n'avait jamais navigué sur un monocoque. Donc on a commencé que sur du Qatar, et on voulait avant tout faire 20 Dakar en catamaran. Ça s'est fini en Mini 650 autour du monde. Pourquoi le Mini 650? Parce que c'est un bateau qui est costaud, qui est rapide et qui est pas cher, en tout cas le nôtre. Pourquoi le tour du monde? Parce qu'on a trouvé que s'arrêter en Atlantique c'était un peu dommage, et qu'il fallait rentrer, et que c'est pas très logique de rentrer. Enfin, on peut passer, mais après c'est un tour d'Atlantique, et puis on était plus parti pour faire un peu plus grand. Donc pendant notre tour du monde, on a rencontré des entrepreneuriats autour du monde. Donc l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on a rencontré plein de petits acteurs qui développent des petites entreprises sur différentes choses sur lesquelles je vais revenir pour vous expliquer après. Pour tout ça, donc on a réussi à se faire sponsoriser. Donc on a envoyé à peu près 200 dossiers en France aux administrations françaises qui n'ont pas répondu, mais aux entreprises. Donc 15 sponsors nous ont beaucoup soutenus,
dont une entreprise principale, le groupe Ballas, une entreprise dans le bâtiment parisien. Donc tout ça, ça a mis beaucoup de temps. On s'est entraîné, enfin, on a essayé de s'entraîner. Je vais vous raconter après les anecdotes. C'est qu'on on a acheté le bateau au mois de mars et on a voulu faire le tour de Bretagne au mois de juin, sauf qu'on a cassé le mât au bout de 3 jours. Donc c'était vite plié l'entraînement. Et après ça, on a préparé le bateau, donc on a ramené le bateau en Normandie, dans des locaux qui nous ont été gentiment prêtés, et 2 mois de travaux, et c'était parti pour l'événement du départ, 29 septembre 2012, du départ. Donc là, on voit le bateau avant, on voit Alex ici et moi avant. Donc voilà, ça au bout de 3 jours, hein, on a cassé le mât. Donc qui cassé le mât, dit l'assurance, les machins, beaucoup de frais et compagnie. On a dû ramener le bateau par la route, on a dû déquiller, parce qu'on ne savait absolument rien faire dans la certification et tout ça. On a fait un carnage, et vous pouvez voir le puits de quille qui est ici, la quille était complètement éventrée. Donc on était un peu avec un bateau sans quille sur une remorque, et c'est tout ce qu'on avait. Les assurances nous ont pris en compte le mât, donc ça c'était bien, on est parti avec un nouveau mât, et on était parti pour réparer le bateau dans les locaux en Normandie. Donc on a refait un roof, parce qu'après même ne serait-ce que 3 jours à cuisiner avec un but à gaz qui pendait au plafond, celui qui faisait à manger, il ne mangeait pas. Donc on a refait un peu de roof, on a refait un peu de lumière à l'intérieur du bateau, on a remis un hublot devant le bateau et refait un puits de quille. On a eu la chance d'avoir un architecte nautique, naval, qui est venu nous voir juste avant de démarrer pour nous expliquer ce que c'était que la strap, ce que c'était le carbone et ce que c'était que la fibre de verre, parce qu'on n'y connaissait rien. Donc on a mis les mains dedans et on s'en est pas mal sorti. Événement de départ, on a réussi à unir la presse, nos sponsors, nos familles, et on a réussi à faire un événement de départ à l'heure qui était prévu, sachant qu'on n'était pas du tout entraîné. Ça s'est fortement compliqué après. Mais l'événement de départ était là, on était très contents d'être sur la ligne de départ. Donc comment le voyage s'est déroulé? Donc 22 mois de voyage, 13 grandes étapes, à peu près 23 pays traversés, pas loin de 41 000 km, 23 000 milles, 215 jours de navigation exactement, des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet, des articles de presse que vous pouvez retrouver sur Internet. Les 13 reportages ESS ne sont pas dans le petit livre parce que ça faisait beaucoup de pages encore, et tout ça c'est une histoire de coup. Mais c'est aussi sur notre site internet. Le site internet est écrit sur notre petit livre qui sera proposé à la fin de la conférence si vous le souhaitez. Des gros joies, des grosses galères, mais un super projet et une fin un peu décevante. On va voir par la suite. Donc voilà, donc c'était parti. Première étape, Fécamp-Brest, 29 septembre 2012, 11 octobre. Où il y a la distance, c'est une distance qui se fait normalement en 2 jours et demi. Nous, on a mis pas loin d'1 mois pour la faire. Donc on n'y connaissait rien, on avait froid, on avait faim, on ne savait pas servir du bateau. On naviguait de nuit. La Manche, pour faire simple, c'est le pire endroit qu'on a fait dans le monde. Il y a pas, c'est le pire entre les marées, entre les vents, entre les courants, entre les bateaux. On n'a pas vu pire. Enfin bref, voilà. Donc on a fait plein de petits sauts de puce. À chaque fois qu'on essayait de réfléchir à un truc, on se plantait. Donc on arrivait toujours de nuit, et donc on a eu pas mal de problèmes avec notre mât. Mais donc on a réussi à tout résoudre, et on est enfin parti définitivement du 21 octobre de Brest, après avoir réparé tout. Donc 23, pardon. Donc Brest-Lisbonne, donc golfe de Gascogne, au mois d'octobre. Vous imaginez ce que c'est. Première nuit, bon, on a cassé le safran. Donc on a hésité à faire demi-tour pour mettre cap sur Audierne, je ne sais pas si vous vous situez, en Bretagne Sud. Un des deux, ça. Voilà, un des 2 savrons, pardon, exactement. Ouais. Donc il nous restait toujours un, le bon. Donc on a dit, bon, on le démonte, on le met dans le bateau. Et on a continué comme ça pendant 4 jours de Gascogne où on ne dormait absolument pas, où celui qui était dehors, il n'était pas bien, parce que le pilote automatique, on connaît très très peu. La pêche, très peu pour le Gascogne. Ouais, non, vraiment les nuits très compliquées, alors qu'on avait une bonne météo, mais on ne savait pas se servir de notre bateau, on était débordés. Et on dormait mal, on avait froid, on n'était pas du tout motivé pour faire quoi que ce soit. Arrivé en Corogne, on a eu la belle surprise de rencontrer les Penwick.
Donc ça, c'est super bateaux qui nous ont bien motivés, des super soirées avec eux. Et donc, ils nous ont bien donné un bon coup de morale. Et après, donc descendre jusqu'au Portugal, le moral remonte petit à petit. Là, ça commence à être un peu plus cool. C'est-à-dire qu'en fait, Lisbonne-Tenerife, on commence à rencontrer le soleil. Ceci dit, on s'est pris la plus grosse tempête qu'on a eu, enfin, les plus grosses conditions qu'on a eues pendant tout notre tour du monde, c'est-à-dire 40 nœuds de vent et 6 mètres de vague. Bon, c'est pas beaucoup, parce qu'il y en a qui font beaucoup plus, mais nous, on n'a jamais voulu essayer de faire plus. On a vite compris que 6 mètres de vague sur un bateau qui fait 6 mètres 50 de long, surtout quand c'est court, ça fait bizarre. Donc, non, on a compris, on a géré comme on a pu, et on a fait ce qu'on a pu. Donc, la navigation, le soleil, il commence à venir, donc les duvets qui étaient trempés, on se met tout à sortir dehors, c'était très sympa. Et puis, le rail de Gibraltar, il y a quand même pas mal de bateaux. En pleine nuit, on est passé d'un bateau très près. Encore une fois, hein, l'apprentissage, il nous en manquait pas mal. Et premier reportage, arrivé aux Canaries, on a fait un premier reportage sur lequel je vais revenir par la suite, sur les maisons bioclimatiques. Et là, c'était beaucoup mieux. Là, ça y est, on commençait à avoir le bateau en main, on commençait à avoir beaucoup de soleil. Et après avoir passé un petit peu de temps aux Canaries avec la famille, les copains qui sont venus, direction l'Atlantique. Donc l'Atlantique, on s'en faisait un peu un monde. C'était la navigation la plus ennuyante qu'on ait. Parce que c'est 22 jours, où on voit rien. Mais on avait un pilote automatique à une époque, donc on n'avait que cette période-là où on avait qu'un pilote automatique. Donc le pilote il fonctionnait 6 heures toute la nuit. Et nous, on allait se coucher. Donc il n'y a pas un bateau. On a bien pêché. On commençait à se mettre à pêcher. Donc on a très très bien mangé sur ce bateau, malgré sa grandeur. Et on avait 2 petits réchauds à l'intérieur, on arrivait à bien pêcher, vraiment c'était très cool. Après 22 jours de mer, effectivement, en pleine nuit, on était très heureux de toucher le sol, parce que en espace de vie, il y a 6 mètres carrés à l'intérieur et 6 mètres carrés à l'extérieur. Donc pour se déplier, on était très très content de toucher le sol. Arrivé à la Barbade, on est resté un petit peu de temps, on est reparti pour Union. Et donc entre la navigation qui devait être très sympa, très cool, le malheur c'est que je suis tombé à l'eau en pleine nuit. Donc ça c'était moins cool, sauf que ça s'est super bien passé. C'est-à-dire qu'il était 21 h, on était tranquillement en train de prendre l'apéro, je m'assois, la filière elle casse, j'avais mon gilet, sauf que j'étais pas attaché pour une fois, parce qu'on essayait quand même de rester attaché. Et donc là, effectivement, la preuve en est, c'est que je suis tombé à l'eau, on était sous spi avec 2,50 m de vague, une nuit noire. Bon, ça s'est bien passé. Voilà. Je suis remonté sur le bateau, on était très contents. Direction la Guadeloupe. Voilà, donc Union, on a fait tout l'arc-antillais, il y a des copains qui sont venus, on a bien profité. On a remonté jusqu'en Guadeloupe. Et après, Guadeloupe, Panama. Alors, étape très difficile, hein, je ne sais pas si vous connaissez le coin, mais les mers croisées, les mers machins, les vents, les trucs, donc pas cool. Pilote HS, donc à partir de ce moment-là, on faisait des quarts de 2 heures. Donc 2 heures je dors, 2 heures Alexis part, 2 heures il part, 2 heures je dors. Que ce soit le jour ou la nuit, on gardait notre rythme absolument. Et puis, sauf quand il y a la personne qui fait à manger, bon, bah là c'est des heures en commun, mais on maintenait vraiment bien ce rythme. Donc oui, quelques difficultés, des spies arrachés, de l'eau salée jusqu'à dans le duvet, parce qu'à partir du moment où les vagues viennent de l'arrière et que nous on n'avance pas, et ça déferlait, ça rentrait dans le bateau. Vous imaginez que les bateaux sont absolument pas étanches, encore plus celui-là. Donc duvet bien trempé, donc les quarts où il faut les barrer, on sait qu'on va mal dormir, c'est pas cool. Arrivé au San Blas, le San Blas c'est une toute petite, c'est plein de petites îles à côté du Panama, et on a failli bien se faire renverser. Un problème de carte, donc pour naviguer on n'avait que l'iPad nous, ça prend pas de place, c'est super pratique, sauf qu'il faut zoomer beaucoup pour voir vraiment le petit truc. Et là, on a vraiment failli y passer. Donc, on a empanné vite au dernier moment. Mais on a failli se retrouver sur la plage. Donc, il y a eu beaucoup de chance.
Et voilà, donc on a passé un peu de temps au San Blas, découvert la culture Puna, et après, direction le canal du Panama, qui n'est pas une mince affaire, on a pu faire un petit reportage. Le canal du Panama, un mois de galère, de négociation pour notre super yacht qui ne rentre pas dans les normes que eux ils voulaient. Donc, problème de toilette, il faut louer un toilette chimique, il faut louer des pneus, bah, ça c'est pour tout le monde, mais notre moteur n'était pas assez puissant, donc on a dû louer un moteur plus puissant pour pouvoir passer ce canal. Comment ça se passe? C'est qu'on arrive dans l'Atlantique, il y a 3 écluses du côté Atlantique, on arrive dans le lac Gatun, et pour redescendre du côté Pacifique, il y a 2 écluses. On dort une nuit dans le lac Gatun, et on était assis pendant 24 heures sur ce bateau. C'était très sympa. On a passé une nuit très agréable avec des amis qu'on a rencontrés sur un catamaran, et c'est beaucoup plus de place d'un coup. Et c'était très très chouette, mais l'Atlantique, le canal du Panama, c'est un budget de 1000 € pour un bateau qui va de 0 à 40 pieds, et un peu moins de 1000 €, mais à mon avis aujourd'hui c'est ces prix-là. Et après c'est par tranche, hein. Je crois que c'est même 50 pieds, après ça va de 50 à 75 pieds. Et donc c'est par tranche. Donc nous, avec un Mini 650, on payait le prix d'un bateau de 50 pieds. Il nous a pas vraiment réjoui, mais c'était prêt, celui-là. Panama Galapagos, donc une navigation très très pénible, voire ennuyante, parce que pas de vent du tout, 19 jours pour faire 1200 milles, contrairement au Pacifique, donc la navigation après, où on a mis 21 jours pour faire 3300. On a reculé de 20 000 en 24 heures. Quand on fait le check sur la carte, ça fait pas plaisir. Pas de poisson, rien du tout. Donc oui, effectivement, un jeu de cartes et puis tout ce qu'on pouvait. Arrivé au Galapagos, une île qui est magnifique mais extrêmement chère pour les plaisanciers en bateau. On avait des casses sur le bateau, donc nous on a échappé à cette taxe. Donc on a pu rester que 4 jours pour arriver, faire le plein, les courses, préparer le bateau, faire un reportage, une demi-journée de touristes, et on était à repartir pour 21 jours. 21 jours, direction les Marquises. Galapagos Marquises, la plus belle navigation qu'on ait fait, presque. 21 jours de mer, un poisson tous les jours, un rythme super. Un super rythme, des super navigations, vraiment exceptionnelles. Bon, il y a des petites casses, on a arraché un spi, et à la fin, on a fini avec un peu de GV parce que notre été était un peu abîmé qu'on avait fait réparer au Galapagos. Mais vraiment super. L'arrivée aux Marquises exceptionnelle, c'est une des arrivées et des escales qu'on a préférées. On a un peuple super. Les Marquises, c'est la Polynésie française. C'est les premières îles de la Polynésie française, vraiment exceptionnelles. Le matin, des raimentas, la nuit, on allait chasser des langoustes, le journée, on échangeait nos langoustes contre des petites bouteilles de vin, vraiment très cool, des super rencontres. La tombe de Jacques Brel, magnifique, magnifique, il a vraiment un très beau lieu. On est reparti des Marquises, direction les Tuamotu, où on a passé quelques temps à Tutaki, où on a récupéré la copine d'Alexandre, et on voulait profiter un peu plus, sauf qu'en pleine nuit, on a cassé notre mât. Donc le deuxième, c'est un tirant intérieur qui retenait les cadènes sur le pont qui a cassé, donc un sertissage qui a cassé, et un sertissage qui avait été refait en Martinique, donc on était un peu fous. Mais on n'avait plus le choix, donc cap sur Anguirroa, non pas l'atoll le plus proche de nous, parce que l'atoll le plus proche de nous est à 10 000, sauf que face au vent, sans voile, bien sûr avec le moteur qu'on avait, on ne comptait absolument pas dessus, donc on ne pouvait pas, donc on a fait du vent arrière. Comme vous pouvez voir, hein, le mât a été sectionné, à 1,50 m au-dessous du pont, donc on avait levé le mulet, on a pu redresser le mât et essayer de sortir, on a sorti les voiles de tempête et on a fait ce qu'on a pu. Donc c'était parti dans le moral bien bas, on était en plein milieu de notre tour, ça faisait presque un an qu'on était parti, on n'avait plus un rond. Donc on a réfléchi, on s'est posé, moi j'ai ma soeur qui est arrivée, Alex était avec sa copine, donc on a pris un peu de distance de chacun de son côté, pour savoir si on voulait repartir, si on pouvait repartir, et si on pouvait, qui est-ce qui allait nous financer la suite.
Donc on a eu des amis bien sympathiques, des sponsors super, qui nous ont aidés à racheter un mât. Donc la commande d'un mât aux États-Unis, le délai de la commande, le délai de faire envoyer des nouvelles de la France, le délai de trouver des fonds, ça nous a pris 3 mois. 3 mois en Polynésie française, effectivement, c'est pas désagréable, mais ça nous a mis un gros point de choisir de différentes routes par la suite du voyage. Donc, on est reparti avec un bateau en forme, avec un nouveau mât, et on a pu faire 3 reportages pendant ce temps-là, recaréner, et puis bien sûr un peu profiter quand même de ces îles magnifiques. Donc après, c'était un peu la course contre la montre. Donc on est reparti le 15 octobre de Bora Bora, et on est arrivé le 29 décembre aux Fidji. Donc en 2 mois et demi, on a fait tout ça, que des sauts de puce, maximum 4 jours d'escale sur les Vanuatu, grand maximum, hein, donc vraiment des îles magnifiques, super. Toujours pas de pilote automatique, hein, tout ça c'est sans pilote depuis l'Atlantique. Arrivé au Vanuatu, on a pu voir des super volcans en éruption, on a fait des reportages avec la Croix-Rouge, on a rencontré plein d'endroits où ça mérite vraiment de passer du temps, mais nous on était un peu pressés, surtout pour la météo, c'est-à-dire le cyclone, parce qu'il n'y a pas des cyclones dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud en même temps, donc nous étions encore dans l'hémisphère sud, on voulait vite remonter dans le nord pour pas se prendre les cyclones qui sont très violents par là-bas. Arrivé au Salomon, on a récupéré un pilote automatique, bon, il nous a duré 3 jours, donc ça ne servait à rien. Et on a pu passer notre deuxième Noël en mer, parce que le premier était dans l'Atlantique et le deuxième, on était au niveau de Palo. Alors c'est une petite île qui est là, il faut absolument s'arrêter, et nous, on s'est pas arrêté. Mais vraiment, toutes ces îles sont magnifiques, mais nous, on voulait pas faire 2 31 en mer et 2 Noël en mer. On voulait vraiment arriver, on en avait marre, surtout après 2 mois et demi de navigation. Où on s'arrêtait que très très peu de temps. Et on a pu faire quelques reportages sur l'économie sociale et solidaire. Après les Philippines, donc ça fait pile 1 an. Il y a pile 1 an, on est parti des Philippines direction Bornéo. L'île de Bornéo, où là on avait prévu un peu de faire du tourisme, sauf que la météo n'a pas du tout été avec nous. Donc on a cassé notre moteur, même s'il ne nous servait à rien, il nous servait quand même à rentrer dans les ports ou les atolls ou mettre l'ancre. Donc changer de moteur, la navigation assez sportive dans le coin avec tous ces bateaux et ces plateformes pétrolières. C'est vraiment des villes sur pilotis, c'est impressionnant. Arrivé à Singapour, oui, donc sans moteur, hein, le moteur il était en panne. Donc entre les cargos, il y en a partout, c'est pas très agréable. Là, ce que vous voyez, c'est une marée noire, hein. Il y en a, c'est très très sale. Donc on a quand même pu profiter, parce que là aussi il y a des amis qui sont venus nous voir, et on a pu se balader en Malaisie, à Singapour, et après on est monté direction la Thaïlande. Petit accident de parcours, des canaux détroit de Panama, énormément de bateaux, énormément de pêcheurs, des pêches interdites, des bateaux pas signalés en pleine nuit. On a tapé, on est rentré complètement dans un chalutier. Vous voyez, hein, on a fait un gros pansement en bateau. Plus de peur que de mal, il y avait une arrivée d'eau, une bonne arrivée d'eau qu'on arrivait à gérer parce qu'elle était dans le crash box devant. Donc c'était moins pire. On a été chanceux une fois de plus. Voilà, après 3 semaines de pause à Phuket où la famille d'Alex est venue, moi j'ai une copine qui est venue, on a bien bricolé le bateau, il était bien en forme et tout, direction le Sri Lanka. Et donc là c'était la navigation top, quoi. 20-25 nœuds de vent, pile poil le travers, 215 000 en 24 heures, record du bateau, enfin... Vraiment, la navigation, on n'a pas arrêté, c'était vraiment super cool, hyper agréable. Et on pêchait plus depuis un certain temps, parce que dans la mer de Chine et compagnie, il n'y a plus un poisson, enfin nous on ne sait plus pêcher. Et donc on s'est arrêté, on essayait d'aller voir les bateaux.
et donc en fait c'est les bateaux qui nous envoyaient des poissons. Donc ça c'était plutôt très cool, et en une nuit on a réussi à trouver un bateau qui nous envoyait un bon petit paquet de calamars, et ça fait beaucoup de bien. Donc arrivé au Sri Lanka, on a vu une belle baleine, on était en train de prendre l'apéro très certainement, et une petite baleine, une grosse baleine qui était là en plein milieu. On a réussi à l'éviter parce qu'on était dehors, sinon assez chaud. On a fait des très très belles rencontres pendant tout ce périple. Et le dernier jour, on a tout cassé. On a tellement bien fonctionné qu'on a tout cassé. On a cassé la barre, on a cassé un spi, on a cassé une voile. Enfin bref, on a tout cassé pour arriver dans une marina catastrophique avec des douaniers. Mais on a passé 15 heures à faire la douane. C'était très long, très très long, et puis bon courage pour Alex, c'est parti bosser là-bas parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais vraiment le Sri Lanka c'est un pays magnifique, vraiment très très chouette. Et voilà, donc là notre parcours s'arrête prématurément, on devait repartir pour l'Inde, on a rencontré des personnes très bien placées là-bas, et ils avaient réussi à nous trouver des prix pour pouvoir envoyer notre bateau à Malte. Donc le bateau devait arriver à Malte, et quand j'étais à Malte, je les ai contactés, ils nous ont dit que le bateau était à Hambourg et que le bateau serait à Malte que dans 1 mois et demi après la date prévue. Donc là ça a commencé les grosses galères et c'était de plus en plus cher, et donc nous on a dû se déplacer pour aller à Hambourg. On a dit stop, arrêtez, on vient chercher là-haut, le bateau il ne voulait pas nous donner le bateau, donc on a dit stop, envoyer le bateau de part, ils nous envoyaient au Havre, et au Havre ça a pu se débloquer. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on voulait finir. Ceci dit, le bateau est arrivé en France, nous on est arrivés vivants, et c'est comme ça que notre tour s'est fini. Et en plus, on était quand même content d'arriver parce que on commençait à en avoir un petit peu marre de toutes ces galères et compagnie. Donc on l'a su petit à petit, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé au moins aller jusqu'en Inde et trouver une solution plus sur l'Inde. Mais on voulait absolument pas traverser le golfe d'Aden avec tous ces terroristes qui aujourd'hui encore font du malheur, mais là-bas ça fait depuis très longtemps, et avec la grosseur du bateau qu'on avait, la grosseur du moteur, et puis c'est pas du tout une navigation cool quoi. La mer Rouge, c'est du courant, du vent dans le nez. Bon, le courant bien sûr il change, mais le vent c'est très régulièrement dans le nez, et ça avec notre bateau qui remonte absolument pas au vent, on ne voulait pas du tout. Donc voilà, donc pour revenir un peu sur notre projet ESS, donc économie sociale et solidaire, je vais revenir sur quelques reportages qu'on a fait. Beaucoup de reportages sur l'environnement, sur l'énergie et sur la formation qu'on a pu rencontrer autour du monde. Donc en environnement, on a fait les maisons aux Canaries. C'est un gros projet qui a été lancé par les Canaries sur 400 projets envoyés, 25 retenus. Ils ont fait un petit village où ils ont concentré l'énergie renouvelable. Il faut savoir que les Canaries, c'est du vent et du soleil toute l'année. Donc hyper intéressant. Aujourd'hui, on peut se balader, c'est une catastrophe parce que c'est Las Vegas fois en pire. Il y a des super plages, ils ont bâti pour accueillir beaucoup de Russes, beaucoup de Danois, des Espagnols, et c'est vraiment un déchet, vraiment c'est moche, enfin c'est personnel mais c'est vraiment horrible. Alors contrairement à ce qu'on peut faire sur place, il y a quand même des gens qui se donnent les moyens. Alors c'est vrai que ça reste des maisons très chères, mais ils veulent faire des centres de vacances qui rentrent dans les énergies renouvelables. Donc un projet où on a rencontré beaucoup pendant le tour, mais c'est pas donné partout, où il y a 3000 heures d'ensoleillement par an et du vent 24 heures sur 24, quasiment. Au niveau énergétique, on a pas mal vu la culture du copra. Le copra, c'est la chair de la noix de coco, c'est vraiment dans la Polynésie française jusqu'au Vanuatu, dans le Pacifique, c'est impressionnant. Donc avec ce jus, ils font pas que du monoeil, ils font aussi de l'huile, et cette huile-là, ils la mettent dans des générateurs, et c'est 100% avec cette huile de noix de coco, plus du tout d'essence, plus du tout de pétrole, de gasoil. Donc c'est GDF 16 qui fait un gros coup là-bas. Donc ils sont sur toutes les énergies, que ce soit solaire, que ce soit éolienne. Pareil, hein, ça les Vanuatu, c'est un pays où ça regorge de soleil et de vent. Et donc ils sont à fond là-dedans, et ça fait vivre énormément de gens la culture de la noix de coco.